Merci, Monsieur Ciotti. La parole est au rapporteur, Monsieur Touré. Monsieur Ciotti, vous êtes toujours intéressant. Mais je pense que, en la matière, vous vous trompez. Vous êtes intéressant parce que vous posez les problèmes. Et incontestablement, il y a dans la laïcité beaucoup plus que la petite enfance de moins de 6 ans. Chacun le comprend bien et chacun doit l'admettre. Se posent d'ailleurs de multiples autres questions. Est-il encore normal, dans notre République, de voir l'ensemble des drapeaux rentrer dans les églises et s'incliner? C'est une question qu'on peut se poser. C'est une question que beaucoup se posent. Est-il normal que la République envoie des ministres quand des personnes sont réputées saintes par le Vatican? C'est une question qu'on peut se poser. Il y a eu incontestablement, et ça c'est en dehors de l'islam, une espèce de connivence avec la principale religion de ce pays. Alors c'est tout ça aussi, la laïcité. Alors nous avions deux possibilités. Effectivement, retravailler d'une manière beaucoup plus ample le texte de la loi de 1905. Mais là, on prenait un risque énorme, Monsieur Ciotti. La loi de 1905, c'est l'ADN de la République, comme la loi de 1881. Nous avons deux lois de liberté, une liberté de la presse, une liberté de conscience. Et toucher à la loi de 1905, faites-le d'une manière tremblante. Donc, à mon avis, ne le faites pas. Gardez la loi de 1905 telle qu'elle est. Ce qui fait que l'on ne doit faire qu'avec beaucoup d'attention des modifications ou des compléments à cette grande loi sur la laïcité. Lorsque j'ai reçu le texte voté par le Sénat, je croyais que toutes les choses étaient simples, puisque au Sénat, où on dit que les gens sont très sages, très bons juristes, en plus c'était un homme de grand talent, ancien ministre de la Défense qui avait pris le texte, je pensais que tout se passerait bien. Ah, j'ai compris un peu ce que c'était que de toucher à la laïcité. Parce que, alors là, j'ai reçu par ici des flèches, par ici des balles et par ici des seaux d'eau. En tout cas, j'ai compris qu'il fallait faire extrêmement attention et que nous avions à avoir un choix à faire entre deux options. Première option, c'est celle que vous défendez, mais assez curieusement, quand je relis vos amendements, sur quelques aspects de la laïcité, pas sur tous les aspects. Il aurait fallu que vous déposiez 40 amendements, Monsieur Ciotti, tellement la laïcité, elle est intégrée à la vie de tous les jours, et tellement c'était la vie de tous les jours qu'il fallait reprendre. La vie de tous les jours, à la limite même à son propre domicile, dans son entreprise, dans le lieu public, là où on se promène, là où on s'amuse. C'était tout ça, puisque la laïcité, elle prend tout. Donc il fallait, à partir de ce moment-là, envisager de tout reprendre. Ça, c'est une œuvre que je n'étais pas capable de mener dans le cadre d'une proposition de loi. Ça aurait pu être l'œuvre d'une mandature. Ça sera peut-être l'œuvre d'une mandature, 2, 3 ans de réflexion, certainement pas moins, et une volonté de consensus, car on ne touche pas à la laïcité si c'est pour s'opposer et mener un combat qui n'amènerait rien. La laïcité, si elle n'est pas portée par un consensus, à partir de ce moment-là, elle est restrictive. Elle ne peut pas être restrictive, puisqu'elle devient désormais actuellement un modèle d'intégration de la République. Et si elle est un modèle d'intégration de la République conformément à l'article 1 de la Constitution, il faut faire extraordinairement attention à la manière dont on rédige la loi à ce sujet. Donc ça, c'était la première solution. La deuxième solution, c'est celle que je vous propose.
c'est d'abord de dire que c'est une véritable révolution de faire en sorte qu'il y ait un texte. Car, Monsieur Ciotti, moi, quand j'ai eu des entretiens avec l'Observatoire de la laïcité, qu'est-ce qu'on m'a dit? Pas de texte. Jamais un texte. Pas de texte. Et à la fin, ils ont admis la légitimité du texte que je propose. En ce qui concerne la CNDH, pareil. Qu'est-ce que m'a dit Madame Lazerge? Pas de texte. Et à la fin, je suis quand même arrivé à faire admettre la nécessité de vous proposer d'adopter, et je l'espère à l'unanimité, la loi que je présente aujourd'hui. Pourquoi cela? Parce qu'il fallait faire la stratégie des petits pas. Il fallait faire ce qu'on appelle des majorités d'idées si chères à Edgar Faure. Essayer de faire en sorte que, sur un élément, il puisse y avoir un consensus. Pour qu'il y ait ce consensus, il fallait qu'il y ait véritablement un accord. Et cet accord, j'ai pensé le proposer en prenant d'un côté la jurisprudence du Conseil d'État. Vieille jurisprudence, il est vrai, et la consacrer dans la loi, en reprenant les textes mêmes de la jurisprudence du Conseil d'État. Et j'ai pensé également qu'il était nécessaire de reprendre dans le texte de loi, de la proposition de loi, la jurisprudence telle qu'elle pouvait être ressortie de l'arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation de 2014. Regardez à quel point les magistrats ont hésité. Regardez à quel point ils ont hésité. Non seulement ils ont hésité, mais ils ont tenté de trouver des justifications par des principes, et en particulier avec l'entreprise de conviction, termes et conceptions qui existent dans notre droit, qu'ils ont adoptés dans un premier temps et rejetés dans un deuxième temps. Est-ce qu'on se rend compte de toute la difficulté à partir de ce moment-là qu'il y a à trouver un consensus? Car ce que je ressens, c'est que 95% des Français veulent effectivement que l'on défende la laïcité, et vous avez raison de le rappeler. Mais il faut, à partir de ce moment-là, qu'il y ait un texte, un magnifique texte, un texte novateur, aussi beau que les 10 commandements, à la limite, ça serait les 10 commandements de la laïcité. Voilà. Ah, je comprends. Hasardeux, mais c'est par de belles formules qu'au par moment on fait progresser les idées. Et donc, j'ai pensé qu'il fallait faire cette stratégie des petits pas. Et nous avons beaucoup réfléchi avec mon président de groupe, Roger Gérard Schwarzenberg. C'était pas évident, en particulier sur l'article 2. C'était pas évident, parce que j'ai eu, à partir de ce moment-là, une levée de boucliers de personnes auxquelles je ne m'attendais pas. Mais j'ai eu l'attention attirée par le ministère de l'Intérieur, qui m'a dit « Vous allez avoir à dos toutes les organisations scouts avec la manière dont sont présentés ces textes ». C'est pourquoi j'avais retiré, par rapport à ce qui avait été voté par le Sénat, j'avais retiré le texte pour le renvoyer à un décret en Conseil d'État, mais dont la légalité était douteuse. Donc à partir de ce moment-là, de légalité en légalité, d'illégalité en illégalité, j'ai pensé préférable de retirer cet article 2 qui ne faisait pas consensus et de concentrer nos propositions sur l'article 1. Parce que assurer la liberté de conscience des enfants, faire en sorte que les enfants, on les respecte, faire en sorte que ces enfants de moins de 6 ans, ce soit eux qui en soient les principaux bénéficiaires, ça c'était un atout, ça c'était un progrès. Et c'est ce progrès que je vous propose. Oh, je sais, on peut ricaner en disant « Oui, mais à partir de ce moment-là, vous avez détricoté. Oui, mais vous avez… » Non, à partir du moment où on vote simplement le vote de la loi, c'est déjà un très grand progrès. Et deuxième chose, à travers le vote de la loi, reprendre la jurisprudence de nos deux plus hautes institutions judiciaires, le Conseil d'État d'un côté, l'Assemblée plénière de l'autre de la Cour de cassation, c'est à mon sens un immense progrès. Mais si c'est un immense progrès, car c'est à partir de ce moment-là l'impossibilité pour les magistrats de revenir sur ce qu'ils ont déjà décidé. Voilà, les magistrats doivent respecter la loi. En revanche, aucun magistrat n'a à respecter une jurisprudence, jamais, puisque par définition même, toute jurisprudence est amenée à être modifiée.
Regardez les jurisprudences autour de l'article 1382, de l'article 1384, et vous comprendrez comment les choses les plus sûres, les plus certaines sont amenées à changer du jour au lendemain. Eh bien, pas quand il y a la loi. Voilà la force. La force de la loi, c'est la force constructive. C'est celle qui s'impose à tous. Et c'est celle qui permet de réprimer ceux qui ne respectent pas la loi. Voilà en quoi ça, c'est une loi de liberté. C'est pourquoi je suis amené à vous proposer de rejeter la proposition de M. Ciotti. Merci.